C'est la période où tu dois commencer à passer des entretiens, peut-être pour les études, pour le travail, pour le bac, ou juste tu tournes sur cette vidéo car tu trouves que t'es une quiche à l'oral. À chaque fois que tu passes devant ta classe, c'est une catastrophe, t'en as marre. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques petites méthodes pour vous améliorer à l'oral devant des gens ou pour un entretien. Alors, je vous invite à regarder la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Premier conseil, c'est de connaître son sujet. Quand vous passez à l'oral, imaginons que vous faites un oral d'histoire, vous devez être sûr de ce que vous racontez. Souvent les gens, ils font un oral, ils copient-collent de Wikipédia, de ChatGPT, etc. Mais vous pouvez aller sur Wikipédia, prendre ChatGPT, mais vous devez vous-même apprendre finalement ce que vous dites. Parce que si vous dites devant des gens des choses que vous-même vous connaissez pas ou vous n'êtes pas sûr, c'est pas bon, ça va se ressentir. Un petit exercice que je vous propose pour être sûr que vous connaissez bien votre sujet, c'est de le développer un max. Là, votre sujet, par exemple, je sais pas, c'est la crise de Cuba. On va beaucoup utiliser la crise de Cuba comme exemple aujourd'hui, tenez-vous prêts. Donc, prenez comme exemple la crise de Cuba. Développez la crise de Cuba à fond, genre peut-être les petits détails, le nom des personnages importants, ou quand, qu'est-ce qui s'est passé après, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Et ensuite, essayez de résumer ça de façon la plus condensée. Genre en quelques phrases, réexpliquer la crise de Cuba en seulement quelques phrases, en 10 secondes. Et si vous allez faire ces deux choses-là, maintenant vous pouvez faire un mix des deux, c'est-à-dire que vous n'allez pas être trop rapide, vous n'allez pas être trop long sur votre présentation, vous allez faire un peu un mix des deux. Et si après, pendant votre entretien, si votre prof vous repose des questions sur votre sujet, vous pourrez redévelopper parce que vous savez en fait tout. Donc vous pourrez redire les choses que vous n'avez pas eu le temps de dire dans votre oral, puisqu'un oral souvent c'est 5 ou 10 minutes et on ne peut pas être trop explicite sur tout. Mais au moins vous saurez répondre aux questions. Ensuite, c'est l'argument le plus important, c'est la chose la plus importante pour un oral. Je le dis à tout le monde, je le dis à mes amis, je le dis même aux gens qui ne sont pas mes amis, même si je ne vous aime pas, je vous dirai cet argument parce que c'est pas possible de ne pas l'utiliser. Donc à partir de maintenant, regardez-moi dans les yeux, à partir de maintenant, vous ne prendrez plus de notes quand vous ferez un oral. Je suis sérieuse. Alors bon, déjà à l'oral, il y a 3 niveaux de notes. Il y a les notes où vous avez en fait rédigé votre oral mot pour mot, vous avez imprimé sur un papier et vous lisez ça. Ça, non, à bannir, plus jamais, vraiment plus jamais. Niveau numéro 2, on va dire, c'est quand vous avez écrit sur une petite fiche de révision ou un petit papier les grandes parties de votre oral. Ça passe encore. Et troisième niveau, et là vraiment c'est le niveau ultime, et c'est ça qui va faire que vous serez meilleur à l'oral, c'est d'avoir 0 note. Je vous assure qu'on n'a pas besoin des notes. Alors souvent les gens qui lisent leurs notes, soit ils ne connaissent pas leur sujet, et du coup appliquer mon premier conseil c'est d'abord de connaître votre sujet, et ensuite, des fois ils ont peur d'oublier, ils disent oui mais j'ai peur d'oublier, etc. Donc à la limite vous faites votre petite partie, et comme je vous l'ai dit, si vous apprenez votre sujet, si vous connaissez votre sujet, vous n'allez pas oublier ce que vous allez dire. Quand vous prenez vos notes et que vous lisez mot pour mot, évidemment que vous ne connaissez pas par cœur votre oral, vous ne savez pas à quel moment vous dites. Cependant, il faut évaluer la situation sous cette perspective. Enfin, je veux dire, les phrases compliquées qu'on utilise à l'écrit, c'est des choses qu'on ne dit pas à l'oral. Et si vous voulez vous forcer de parler de façon très distinguée, etc., forcément, vous allez oublier votre phrase. Mais si vous connaissez votre sujet, si vous savez les dates importantes, si vous savez les moments importants, vous pouvez juste expliquer face aux gens, puisque vous savez les choses et vous n'allez pas oublier ce que vous avez appris en fait. Vous n'allez pas oublier, peut-être avec le stress on oublie 2-3 choses, et donc là dans ce cas-là effectivement garde un petit post-it avec une date ou quoi, mais on n'oublie pas quelque chose qu'on a appris quoi. Donc n'ayez pas peur de cet oubli. Et je peux vous dire qu'une personne qui passe 100 notes à l'oral, c'est génial. Moi depuis la seconde, j'ai dû faire tous mes oraux sans notes, sauf peut-être genre une fois mais je me rappelle pas. Et je sais que ça a toujours été valorisé par mes profs ils m'ont toujours dit ah franchement c'est très bien de passer, donc plus, si vous voulez, plus on grandit, moins c'est un truc spécial parce que c'est demandé en fait de pas avoir ses notes. Le grand oral, t'as pas de notes. Et je me rappelle déjà en seconde, je prenais pas de notes, et là, ils me faisaient là, ah c'est très bien de pas te prendre de notes, franchement bravo, etc. En terminale, on m'a aussi fait la remarque, on m'a dit ah oui, t'as pas de notes, franchement c'est cool. C'est important, et le prof le remarque, et ça fera toujours des points en plus par rapport à ceux qui prennent pas leurs notes. Je vous assure que c'est trop bien, et même pour ceux qui vous regardent, quelqu'un qui parle et qui ne lit pas, ça fait toute la différence. Il n'y a pas photo quoi, c'est juste... En fait, vous n'avez pas besoin de regarder la suite de ma vidéo, écoutez juste mes 2 premiers conseils et c'est bon en fait, il n'y a pas besoin d'autre chose quoi. Et pour les notes dans la langue étrangère, c'est une autre chose. Beaucoup de gens en anglais gardent des notes et disent ah oui mais moi je suis pas capable de me rappeler de ces mots-là en anglais, etc. etc.
Et bah, c'est-à-dire que le problème, c'est pas le fait de lire tes notes, c'est ton oral en soi un problème. C'est t'as écrit des mots qui sont trop compliqués pour ton niveau de langue. Et le professeur, il veut pas que tu lises des choses que t'as écrites sur Google Traduction en anglais et qui soient des phrases très complètes, très complexes, avec un niveau d'anglais très soutenu. Tes profs, ils veulent juste que tu t'exprimes en anglais normalement sans lire ta feuille. Et moi, c'est là, j'ai des amis qui disent « Ah oui, ça, je suis pas capable de le dire normalement. » Bah alors le dis pas. Tu peux pas lire quelque chose et que en fait, tu ne sois pas vraiment capable de le lire. Donc en anglais, si c'est en anglais ou en espagnol, entraînez-vous à expliquer la chose en anglais avec des phrases simples. Si vous êtes toujours un peu pas à l'aise en anglais, ce sera toujours mieux de parler de façon fluent, enfin de façon souple, enfin lisse, enfin je sais pas, normal quoi, que de lire vos notes. Et donc voilà, donc en langue pareil, pas trop de notes, sauf si par exemple il y a un mot très dur que vous avez du mal à dire, pareil vous faites un petit post-it, nous on faisait ça pour certaines évals je crois, bon c'est pas grave. Ensuite il y a quelque chose que les gens vont vous dire souvent quand vous faites un oral, c'est oh tu dois parler clair, tu dois parler de façon distincte, qu'on t'entende bien, imagine que tu cries à ceux qui sont au fond de la classe. Moi je trouve que dire ça c'est bateau, parce que en fait on sait qu'il faut se faire entendre par les gens. La question c'est pourquoi il y en a certains qui arrivent à se faire entendre et pourquoi il y en a certains qui n'arrivent pas à se faire entendre. Et moi je pense que c'est plutôt une question d'acquis social. Je prends en exemple une personne que je connais très bien, c'est-à-dire moi. Je suis une personne assez plutôt extravertie et qui a une voix qui est plutôt imposante, c'est-à-dire que quand je parle, on entend ma voix quoi. Et des fois ça peut être un inconvénient parce que je ne suis du coup pas très discrète, mais ça peut être un avantage quand je fais des prestations orales, c'est-à-dire que tout le monde m'entend très bien. Et à l'inverse, j'ai des amis où c'est pas le cas. Et je pense que c'est une question d'acquis sociaux dans le sens où je m'observe et je trouve que je suis une personne plutôt extravertie. J'ai déjà été confrontée à certaines situations sociales finalement que j'ai acquises. J'ai déjà performé devant un public, j'ai déjà fait des spectacles devant des gens. J'ai déjà effectivement passé plusieurs fois devant beaucoup de personnes. Et donc c'est devenu naturel, c'est devenu simple pour moi. Et souvent les personnes qui sont réservées, qui ont peur devant d'être de gens, qui n'arrivent pas à s'affirmer, c'est des personnes, alors effectivement, il y a beaucoup de gens et peut-être que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais souvent c'est des personnes qui sont plus réservées, qui ont moins l'habitude de s'affirmer dans un groupe par exemple, ça va pas souvent être le centre de l'attention. Et justement je vous pose cette question-là, si vous êtes une personne qui avait du mal à vous faire entendre quand vous êtes face à un oral, on vous dit que votre voix n'est pas assez claire, etc. Est-ce que par exemple vous avez déjà crié en public? Est-ce que vous avez déjà fait des choses un peu gênantes en public? Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, été à une soirée et vous avez été la personne qui a dansé tout seul au milieu de tout le monde? Et je dis pas qu'il faut faire ça pour être bon à l'oral, mais je dis qu'il y a une corrélation entre finalement sortir d'une sorte de réserve sociale et être à l'aise devant un public. J'ai franchi des barrières sociales il y a longtemps, ce qui fait que maintenant, parler à beaucoup de gens, ça me semble très simple. Et d'autres personnes n'ont pas du tout franchi ces barrières encore, c'est pour ça qu'elles sont moins à l'aise. Donc je pense que déjà avoir conscience de ça, c'est une bonne chose. Prendre du recul là-dessus, et peut-être ça de vous faire des petits exercices, je sais pas, entraînez-vous à crier devant le miroir ou faire ce genre de choses. Au théâtre, on s'entraîne à crier, on s'entraîne à faire des trucs un peu gênants, je sais pas, on fait des pyramides humaines, genre on se met les uns sur les autres, on fait des trucs qui nous mettent mal à l'aise, mais finalement en fait, on s'entraîne à être à l'aise avec des choses qui mettraient mal à l'aise, vous voyez. Donc je sais pas, entraînez-vous à faire des petits trucs que vous avez un peu peur de faire, mais petit à petit en fait, vous allez sortir de votre zone de gêne, et ça va devenir moins gênant pour vous et vous êtes plus à l'aise. Vous allez être plus à l'aise dans des situations sociales grandes. Cet argument et ce passage est très long, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Ensuite, quand on parle devant des gens, c'est assez dynamique. Et moi, je vous dirais que le mouvement, c'est très important. Alors évidemment, quand vous faites une prestation, vous n'allez pas sauter partout, vous n'allez pas être surexcité. Mais par exemple là, regardez, je vous parle, et bon, à la fois ma voix est assez dynamique, et à la fois je bouge, je tourne un peu... voilà, je bouge avec mes mains, tout ça. Et encore une fois, je pense que c'est un acquis, c'est-à-dire que comme j'ai l'habitude de parler, bah c'est naturel et peut-être que pour d'autres personnes c'est moins naturel. Et d'être aussi en mouvement pendant une présentation. Donc, un petit exercice que vous pourriez faire, c'est par exemple avant de rentrer dans votre salle de classe pour votre oral ou avant d'allumer Zoom pour votre entretien, de bouger dans là où vous êtes, de sautiller dans le couloir, de bouger, de faire AEIOU avec votre voix pour réveiller votre voix, pour être un peu dynamique sur scène. Encore une fois, enfin sur scène, on n'est pas au théâtre, mais c'est un peu ça quand même. Faut être vivant et on aime tous regarder une personne qui parle, qui est vivante, qui bouge, qui a de la vie en elle. Et si vous êtes un peu renfermé ou que vous n'êtes pas comme ça naturellement, bah vous pouvez juste vous entraîner à faire ça avant. Faire
une pause, c'est pas une mauvaise chose. Quand je dis faire une pause, c'est par exemple, vous oubliez un mot ou vous êtes comme ça pendant 5 secondes et vous savez plus ce que vous voulez dire. Et ça vous fait peur et c'est pour ça que vous gardez vos notes aussi. Et moi, je vous dis que c'est pas une mauvaise chose. Imaginez 2 cas de figure. Premier cas de figure, il y a une personne qui débite à toute vitesse, qui s'arrête jamais pendant son oral. Et un deuxième cas, où c'est une personne qui parle assez normalement. Et il y a des fois où on va être « Oh mince, attendez, je réfléchis. Ah oui, c'est ça, effectivement. » Et qui continue son oral. Laquelle vous paraît le plus attrayante à l'oral? Bah moi, je pense que c'est la deuxième personne. Moi, je pense d'abord, disons, les personnes qui font des performances orales devant nous, tous les jours, c'est nos profs, finalement. Quand vous avez un prof qui fait un cours magistral, bah, en fait, il parle, il raconte son truc. Nous, on a un prof d'histoire qui est particulièrement, je sais pas, parlant, et en fait, il nous fait des cours magistraux, il nous parle, et à chaque fois, en fait, il oublie des noms, il oublie des dates, et il dit « Ah, attendez, il faut que je recherche cette date et tout ». Et en fait, on n'est pas du tout perdu dans ses explications. Bah, quand vous faites un oral, c'est pareil. Ça peut même garder les gens captivés et mettre un peu de suspense, quoi. Enfin, le but, c'est pas ça, évidemment. Mais si vous oubliez une date ou quoi, le but, c'est d'être maître de la situation. C'est-à-dire que tant que vous continuez à maîtriser la performance, quoi, l'oral, c'est pas une mauvaise chose. Imaginons, encore une fois, vous parlez de la crise de Cuba et vous savez plus quand c'est la crise de Cuba. Donc vous dites, attendez, ah oui, effectivement, la date de la crise de Cuba, mince, j'ai complètement oublié, je suis désolée. Ah, là, il y a mes notes, 2 secondes, je regarde 2 secondes mes notes. Ah oui, 1962, effectivement. Ah oui, donc 1962, c'est ça, blablabla. Et vous reprenez, et ça n'a pas du tout été perturbant, et la personne qui vous juge va pas du tout vous pénaliser pour faire ça. Et donc là, effectivement, c'est si vous avez vos notes à côté, mais si vous oubliez, par exemple, ce que vous devez dire, et que vous n'avez pas de notes, bah, c'est pas grave. Je rejoue le personnage. Alors ensuite, ah mince, j'ai oublié, attendez. Donc attendez, je me refais vite à mes parties. Donc oui, introduction, j'ai dit ça. Première partie, argument A, argument B. Deuxième partie, argument A. Argument B, c'était, ah oui, c'était ça. Donc on va continuer sur blablabla. Enfin, il n'y a pas eu de moment gênant, il n'y a pas eu de moment où vous étiez vraiment stressé. Et encore une fois, la personne qui va vous juger, le jury, il va pas considérer que c'est des points en moins. Le seul truc où ça peut être pénalisant, moi je sais, c'est quand restait des poésies devant la classe ou des pièces de théâtre. Et en fait, il faut vraiment dire mot pour mot les choses et il faut enchaîner. Moi je me rappelle, c'était en première, on faisait encore des poésies en première. Et j'avais resté ma poésie et juste à ma dernière ligne, je m'étais... j'avais trébuché, fait trébucher ma langue, quoi. Enfin, je m'étais reprise quoi, sur un mot. Et du coup, la prof m'a dit « Ah, c'était parfait, juste à la fin, tu t'es reprise. » Elle m'avait enlevé genre un demi-point, alors qu'en fait, elle était parfaite, ma poésie. Mais bon, voilà, donc à part si c'est une poésie, je vous pardonne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Appliquez mes conseils, n'hésitez pas à me parler de votre expérience, de votre évolution en commentaire, et de me dire si vous avez décidé de ne pas prendre vos notes pour votre prochaine orale. Ça me ferait très plaisir que vous ne les preniez pas vraiment. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine.